Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir et très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Vous avez suivi il y a quelques jours que le président de la République avait clôturé et suivi de près les travaux de la table ronde sur l'entrepreneuriat. Le président de la République qui, à l'occasion de la 61e réunion du Conseil de ministres, est revenu sur cette nécessité parce que c'est parmi les priorités numéro 1 de ce nouveau quinquennat. Nous aurons donc l'occasion au cours de cet exercice de redevabilité de revenir sur les recommandations et conclusions qui sont ressorties de ces travaux qui ont duré plusieurs heures et qui ont réuni des centaines de Congolais, des jeunes Congolais, pas seulement, mais de tous les experts venus de plusieurs parties du monde, et plusieurs membres du gouvernement ont été réunis pour travailler au quotidien avec ces jeunes pour que nous puissions être en mesure que nous avons un tableau de bord d'action qui nous permette d'avancer sur le sujet. Je voudrais donc Monsieur le ministre Justin Kalumba, vous saluer. Bonsoir. Bonsoir. Député, sénateur, c'est la première fois que nous vous recevons dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Je rappelle que 2019-2021, vous aviez déjà occupé les fonctions que vous occupez aujourd'hui. Et donc, bien avant qu'on entre d'ailleurs dans le sujet de notre briefing de ce soir, sur quelle base ou sur quelles idées vous avez repris la direction de ce ministère, s'il faut considérer que déjà en 2019-2021, vous aviez entamé des réformes qui ont vu la transformation de certaines structures. Alors, merci beaucoup. Monsieur le ministre, chers collègues, je pense qu'il est tout à fait républicain de commencer par saluer la vision du président de la République, parce que au travers de tout ce que nous avons pu faire en 2019 jusqu'à 2021, c'était déjà la matérialisation de sa vision. Et donc, m'ayant ramené à la tête de ces ministères en 2025, j'ai le devoir républicain de le remercier, de remercier notre Premier ministre et de dire que nous avons devant nous un chantier qui avait commencé déjà depuis 2019 sous sa houlette. Et de ce point de vue, je pense qu'il est aujourd'hui de notoriété publique que nous avions ensemble conçu un programme assez pertinent de développement de l'entrepreneuriat dans notre pays. Déjà, il faut savoir qu'à l'époque, ce ministère ne s'appelait pas ministère de l'entrepreneuriat. Il était ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises, artisanat et tout ça. Et donc, nous avons compris finalement que c'est plus englobant de parler de l'entrepreneuriat d'abord, parce qu'il y a aussi les très petites entreprises, il y a les micro-entreprises qui ne sont pas forcément des petites et moyennes entreprises. Et donc la réforme a commencé à travers cette conception assez pertinente du programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC. Et ça, c'est un programme qui a été discuté en Conseil des ministres, approuvé et adopté. Alors, pour faire court, ce programme, il reposait sur 3 C, dans un grand C. Voilà. Alors, très rapidement, le premier C, c'est la capacitation. Donc, pour entreprendre, c'est vrai, on peut avoir des facultés innées, mais attention, il faut se faire former à travers peut-être les coachings, à travers une formation classique, à travers les mentorats. Il faut se laisser couler dans ces moules-là entrepreneuriales qui permettent à ce que on sorte d'une connaissance théorique vers une connaissance tout à fait pratique. Et donc, le premier C, il est très important. Et aujourd'hui, dans notre pays, je pense que nous devons aller plus loin que ça. Nous devons aller jusqu'à introduire le cours de l'entrepreneuriat au niveau de la formation des bases, la formation élémentaire. Tout cela pour anticiper, par exemple, toutes sortes de déperditions scolaires
On sait, quand on commence peut-être l'école, on n'est pas très sûr de finir les cycles. Et comme ça, on peut tomber sur ses deux pieds. Et donc, il faut absolument la capacitation de nos jeunes. Alors, deuxième C, mais attention, je fais un petit recul par rapport à la capacitation. Chaque fois, devant un C, nous avons mis en place une institution pertinente. Et donc, sur le volet capacitation, nous avons transformé l'OPEC ancien en ANADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo. Et donc, deuxième C, c'est le crédit. La plupart des jeunes, la plupart des mamans se plaignent des difficultés énormissimes d'accéder au crédit. Et donc, il fallait trouver une solution à cette problématique qui est très généralisée. Et pour cela, nous avons créé une autre institution intéressante, le FOGEC, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Pourquoi? Parce que le système bancaire classique, il doit fonctionner, mais parce que souvent on exige des garanties en termes parfois hypothécaires à des jeunes qui n'ont pas encore des ressources, des garanties peut-être collatérales et autres. Et donc, il nous faut avoir un instrument qui va nous permettre de dire, ces jeunes-là, ils ont déjà franchi les premiers C, donc ils ont été formés. Ils sont dressés pour entreprendre, parce qu'il faut avoir la rage d'entreprendre. Alors, parce qu'ils ont la rage d'entreprendre, vous pouvez donner l'argent sans peur. Et en donnant cet argent, vous êtes sûr d'être remboursé. Et au cas où vous n'êtes pas remboursé, nous, Fonds de garantie, nous allons rembourser parce que nous avons toutes les garanties que ces personnes-là vont entreprendre. Alors, troisième C, très vite, il est un peu tiré comme ça, c'est le contrat des marchés. En fait, nous voulons donner une clé passe-partout à nos jeunes pour ouvrir la porte des marchés. Et c'est important que lorsqu'on a appris et on a reçu le crédit, on a disponibilisé biens et services qu'il y ait accès au marché. Et c'est pour cela que vous avez des institutions comme ARSP, cette agence-là qui régule la sous-traitance dans le secteur privé, qui permettent à ce que les Congolais moyens, au travers de leur PME, puissent s'insérer dans les activités des entreprises de classe mondiale. C'est une insertion dans la chaîne des valeurs pour permettre à ce que tout l'argent qui est recyclé dans ces secteurs-là, qui sont importants comme les mines, les hydrocarbures et autres, ne soit pas externalisé. Il faut que ça soit réinvesti au pays avec, comme conséquence, création d'emplois, circulation ou ruissellement des richesses. Et donc, la RSP, c'est un pied. Et voici qu'en 2022, nous avons une très très bonne ordonnance, loi, qui vient créer aussi la sous-traitance dans les secteurs publics, en termes des marchés publics. Monsieur le ministre, pour commentaire, aujourd'hui, cette loi-là, qui est encore méconnue, je pense que nous irons ensemble avec un bâton là pour la vulgariser. Sur un marché public qui est gagné par une entreprise de classe mondiale, 40% doivent être sous-traités au PME des droits congolais. Exemple. Aérogare d'Engie, j'aime bien cet exemple. Supposons que ce soit 1 milliard de dollars pour faire tout ce qu'il faut faire sur la plateforme aéroportuaire d'Engie. Et donc, la vision du président est que 400 millions sur les milliards soient sous-traités à des PME des droits congolais. Ça peut être en termes de carrelage, je ne sais pas moi, tuyauterie, plomberie, mais c'est des Congolais qui doivent accéder à ces marchés. Et donc, c'est des éléments qui nous permettent à ce qu'on avance vite. Il y a une préférence nationale qui est vraiment posée pour que nous puissions, même sur des marchés à l'intérieur de nos provinces, donner de la place aux PME des droits congolais. Dans un grand C, c'est 3 C dans un grand C.
3C dans un Est-ce que je vais dans les grands C? Très vite. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, tout cela ne peut être possible que si nous avons un environnement d'affaires qui soit propice et à la naissance, et à la croissance, et à la multiplication. Parce que ces entreprises-là, ce sont des êtres vivants qui naissent, qui croissent, qui se multiplient. C'est comme ça qu'on a des filiales et des filiales. Voilà ce qui a commencé à être fait et qui va se poursuivre avec une vitesse exponentielle. Voilà, on aura l'occasion de revenir à vous, le temps d'écouter un extrait du discours du président de la République qui, je le rappelle, a fait de l'emploi l'un de ses 6 engagements majeurs durant la dernière campagne électorale. On va écouter le président de la République et on va revenir pour aller de plein pied sur les sujets de ce soir. De l'allocution du président de la République aux jeunes qui ont été réunis par centaines au Palais du Peuple à l'occasion de ces tables rondes. Il rappelait là son engagement. Monsieur le ministre, je sais que le président en Conseil de ministres nous en a parlé et il a mis suffisamment de son leadership pour que ces travaux se tiennent très rapidement. Les travaux se sont tenus, le président était là à l'ouverture. Nous avons vu qu'il a même suivi les travaux qui se déroulaient en commission. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'on n'aura sûrement pas le temps de faire les résumés de tous ces 3 jours de travaux et de toutes ces réflexions, mais qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme synthèse des principales recommandations, des principaux défis, mais surtout de comment vous avez capté les énergies positives de jeunes qui sont venus de l'intérieur comme de l'extérieur du pays durant ces travaux, et dire aussi concrètement par où on commence après tout ça. Merci beaucoup. Je pense qu'il est aussi important de rappeler quelques éléments assez précis. Cette table ronde a été convoquée à l'initiative du président de la République lui-même. Alors, il a non seulement convoqué, mais il a aussi présidé. Il a lancé les travaux. Il a clôturé les travaux. Mais entre les lancements et la clôture, il y avait les ateliers. Il a participé même aux ateliers, ce qui est une première. Et je pense qu'il est bon que les Congolais les sachent. 3 jours consécutifs de mobilisation présidentielle. Pour ceux qui connaissent la lourdeur, la charge de l'agenda du président de la République, ils comprennent de quoi je parle. S'il se mobilise 3 jours durant de manière consécutive. Et donc nous avons eu la participation de 475 jeunes. 475 jeunes et autres qui sont venus de partout, des provinces, de la diaspora et même de la capitale. Et nous avons eu au total 305 recommandations. C'est énorme. Et c'était un travail de titan. Et 12 fléaux. Alors, tout cela procède des 12 fléaux. Merci, monsieur le ministre, pour ces compléments. Donc, on a identifié 12 fléaux, mais ces 12 fléaux, ils découlent d'un état des lieux qui a été fait et qui montre clairement que nous avons un problème dans notre pays où le chômage, dont on a des taux approximatifs, le chômage, il est quand même là, il est abyssal. Et il n'est pas acceptable que dans un pays qui a 65% des jeunes dans sa population et qui est considéré comme le coffre-fort du monde en termes de ressources naturelles, mais qui est un tel taux de chômage. Cela n'est pas concevable. Et donc, il faut absolument renverser la table. C'est pour ça qu'elle était ronde. Il fallait faire un tour à 360 degrés. Renverser tout sans complaisance. Et nous avons fait un état des lieux, effectivement, sans complaisance. Qu'est-ce qui s'est passé au juste et qu'est-ce qui a été décidé? Je ne vais pas aller fléau par fléau. Je crois qu'on peut ramasser toutes ces choses en 3 axes et 2 pieds. Tout ce qui s'est passé. On peut ramasser ça en 3 axes et 2 pieds. Alors, quels sont ces axes? Le chef de l'État a pris cet engagement. Il faut créer massivement les emplois.
Et il a précisé lui-même à travers la promotion de l'entrepreneuriat. Ça, c'est lui-même qui l'a dit. Et donc, il nous a montré comment créer les emplois. Nous avons besoin d'emplois, il faut promouvoir l'entrepreneuriat. Comment faire pour avoir les entreprises qui soient efficaces si on n'a pas une main-d'œuvre qualifiée? Parce que les entreprises sont faites pour répondre à des besoins sociaux. Vous avez des besoins de développement, des besoins de survie, des besoins économiques, toutes sortes de besoins de transport, en logistique, en infrastructure, mais il faut des entreprises pour ça. Mais les entreprises travaillent avec une main-d'œuvre qui doit être qualifiée. Voilà pourquoi on a ces trois axes. Emploi, entreprise, formation professionnelle. Et donc, si nous arrivons à mettre une cohérence entre ces trois axes, les résultats sont garantis. Les deux pieds, et je vais aller dans les détails après, c'est la gouvernance, là aussi, deux axes en termes de pilotage du projet ou du programme présidentiel. Comment ça va se passer? Deuxième élément, en termes de suivi et évaluation. Il y a quelqu'un qui disait, lorsqu'on est dans la gouvernance, il faut rester dans cette proportionnalité de 1% des rationalités ou des conceptions, 99% des sueurs ou des transpirations, c'est les suivis. Donc si vous arrivez à suivre, vous avez déjà 99% des chances de réussir. Alors maintenant, deuxième pied, très important, le financement. Parce qu'on peut avoir des axes, on peut avoir des activités à mener, mais il faut qu'il y ait un financement conséquent. Alors, est-ce que vous permettez que j'aille dans les détails? Allez-y, s'il vous plaît, monsieur le Merci. ministre. Voilà. Très très vite, je commence par la formation professionnelle. Nous avons constaté que nous formons énormément de nos jeunes, énormément de jeunes. Et d'ailleurs, si les chiffres sont bons, chaque année, c'est entre 10 000, je ne sais pas, 10 millions ou 10 000, je ne sais plus, des jeunes qui ont été du président. Nous devons avoir tous les 2 ans et demi, maximum 3 ans, des champions entrepreneuriaux. Même nombre des sièges que nous avons au niveau national et provincial. On additionne, mais on fait x2 pour rattraper les retards que la politique nous a obligés d'avoir. Donc, au lieu d'avoir 20 entrepreneurs, on va en produire 40 par concours. Mais nous avons appelé ces concours plan d'affaires simplifié, parce que plan d'affaires, ça peut paraître savant. Mais quand c'est simplifié, c'est juste des idées que vous mettez sur la table. On peut vous aider à les agencer, même au moyen de l'intelligence artificielle, on les fait, mais on considère que c'est tellement pertinent. Et nous regardons la cohérence entre ces idées-là et les autres dans la circonscription, parce que c'est une unité. Vous savez que nous avons des territoires qui sont plus grands parfois en superficie que certains pays. Et donc, un territoire, c'est vraiment quasiment un pays. Donc, on peut voir comment faire en sorte que les circuits économiques qui vont être créés en finançant ces entrepreneurs, ces porteurs de projets, j'ai envie de les appeler comme ça, soient complémentaires. Et ça va faire en sorte que, au lieu d'attendre tous les 5 ans, que la campagne électorale passe par là pour que les gens, les jeunes, les femmes obtiennent du savon, des habits, je ne sais quoi, des pagnes, ben, tous les 3 ans, les jeunes, les femmes vont se préparer avec des idées, vont réfléchir à quelque chose qu'il faut faire pour développer leur contrée, pour répondre à des besoins là-bas. Et ça va changer notre façon de considérer nos propres vies en ruralité. Aujourd'hui, tout le monde peut se déporter à Kinshasa, même avec des motos sur la route. C'est un business plan, ça aussi. Attention, c'est des choses qu'on ne peut pas encourager. Ces jeunes peuvent travailler dans leur contrée et être soutenus par l'État. Dernier commentaire sur ça. Qu'est-ce qui va se passer? Nous n'allons pas donner de l'argent aux porteurs de projets. Quand vous êtes retenu, vous serez signifié,
vous serez formés et vous allez nous dire vous avez besoin de quel équipement. Nous allons commander cet équipement pour vous. Nous allons vous livrer l'équipement avec un petit fonds de roulement. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de détournement des fonds. On est d'accord? Alors, sur cette base, vous allez avoir un coach qui va vous suivre. Et vous allez commencer à économiser pour essayer de rembourser. Lorsque vous arrivez à atteindre dans vos économies ces montants, vous êtes un champion. Vous dites tellement de belles choses, Monsieur le Ministre, que je souhaiterais que vous puissiez très rapidement, peut-être en 2-3 minutes, terminer les parties restantes pour permettre aux journalistes de revenir avec des questions qui vous permettront de clarifier pour que ceux qui nous suivent comprennent la pertinence des travaux qui se sont tenus récemment. Alors, ces travaux-là, dans les 3 pieds, pour me résumer, vont créer une corrélation très cohérente entre la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Si nous soutenons les porteurs de projets sur l'ensemble du pays, avec effet de démultiplication, il faut s'assurer que dans chaque petit business plan simplifié, il y a aussi un nombre d'emplois que vous créez. L'entrepreneur lui-même, il est déjà dans l'auto-emploi. Après, il va utiliser d'autres personnes. C'est des emplois qui vont être créés. À la fin, parce que c'est une autoroute qui va être créée, cette opportunité, c'est une autoroute. Celui qui voudrait former les enfants qui sont dans les territoires reculés, il a un incubateur spécifique pour cette province, il va aller se mettre autour de cette autoroute pour commencer à former les jeunes qui se préparent au prochain concours. Celui qui a la microfinance, il va dire, oh ben maintenant je peux aller pour servir parce qu'il y aura un fonds de déroulement qui va passer par là, il n'y a pas de manque là-bas, il n'y a pas ceci, je vais aller installer mon institution là-bas. Donc c'est une autoroute qui va devenir un projet structurant, qui va nous amener à avoir beaucoup d'autres opportunités en termes de transport, surtout qu'il est arrimé au PDL 145T. Donc, pour donner la possibilité aux journalistes de poser des questions, parce qu'on ne va pas épuiser ces enfin. Merci. Voilà. Alors, je rappelle que... scolaire de nos enfants, que l'on puisse insérer le cours d'entrepreneuriat opérationnel quand exactement? Alors, deuxième question, vous faites bien de reposer cette question sur la paix. Mais, je suis désolé, parfois l'entrepreneuriat évolue bien en cas de conflit. Parce que ça crée un nouvel écosystème. Parfois l'entrepreneuriat peut trouver son essor en cas de crise ou d'épidémie. Ici, c'est l'épidémie, la crise, mais c'est la capacité de nous adapter. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est la capacité à donner une réponse à un problème vécu. J'ai besoin de vous joindre, vous êtes loin, on crée les téléphones, j'arrive à vous joindre. Pendant le Covid, ici, pendant la pandémie, moi je connais une dame qui a industrialisé pratiquement la fabrication de masques. Elle en a tiré profit. Et donc ici, il ne faut pas attendre, il ne faut pas donner l'impression que parce qu'on n'a pas la paix, encore qu'en parlant de paix chez nous, évidemment, je ne voudrais pas réduire la portée de la crise que nous connaissons parce qu'elle nous affecte tous, mais ça représente combien de pourcents sur 2 345 410 km²? Parce que la propension de certains en dehors, c'est de nous définir, on dit en RDC, il y a la guerre. Certaines personnes qu'on reçoit à Kinshasa sont surprises, ils disent, mais avant de venir ici, on nous disait que ça tirait de partout. C'est pour ça que justement, dans le travail que nous faisons sur le narratif, nous insistons beaucoup sur les faits que la RDC, comme le ministre l'a décrit tout à l'heure, mais c'est le réservoir de toutes les ressources du monde, si je peux m'exprimer ainsi. Et les Congolais doivent être le premier à développer une intelligence qui leur permette de tirer profit de ce qu'ils ont. Et donc, ce n'est pas le fait que nous ayons cette crise que nous avons dans l'Est qu'on va s'y refuser,
où on va se dire, ce n'est pas le milieu qu'il faut pour aller investir. Je vous ai donné un exemple d'un investissement en temps de crise, en temps de Covid. On ne sortait pas de la maison, mais on savait où nous procurer les masques. Et donc ici, c'est justement faire cet appel à l'intelligence, comme le président de la République le disait tout à l'heure, des Congolais, cette capacité à observer. Regardez comment Facebook a été créé, regardez comment Uber a été créé, regardez comment i5 a été créé, pour ceux qui de ma génération se souviennent encore, mais c'est des jeunes étudiants sur les sites universitaires. Et donc il faut qu'on essaye simplement de pousser plus loin nos réflexions dans la compréhension de nos problématiques et d'être en mesure de proposer des solutions. Ici, il y a un accompagnement. On parlait tout à l'heure de capacitation, d'accès au crédit, d'accès au marché. Mais le point de départ, avant même d'arriver à tout ça, c'est d'avoir une idée, d'avoir une initiative. Et puis plus tard, le ministre a parlé des incubateurs. Donc, les incubateurs servent à quoi? Aujourd'hui, on a remarqué, parce que moi-même, j'étais un peu, comme député, je suivais un peu les questions d'entrepreneuriat, mais on n'a peut-être pas toujours la culture de partager les risques. Le projet qui avait gagné les concours de start-up qu'on a organisé en 2013, c'était des jeunes, un groupe de jeunes, mais ils avaient un financement de 20 000 $, mais ils n'y ont jamais eu accès parce qu'ils ne se sont pas entendus. Ils disent non, moi je dois avoir 40%, c'était mon idée. Mais dans ce que le ministre a dit, dans la capacitation, c'est aussi cette capacité qu'on vous donne de travailler en groupe, de prendre les risques ensemble. Vous vous dites, nous sommes tous des professionnels des médias, pourquoi on ne créerait pas une plateforme qui nous permettrait, par exemple, de communiquer 24 heures sur 24. Donc ici, il faut enlever de la tête des compatriotes que lorsqu'on n'a pas de paix, encore que ça ne touche pas tous les territoires nationaux, qu'on ne peut pas investir, qu'on ne peut pas entreprendre. Il faut considérer, Amédée posait la question tout à l'heure, que chacun des défis que nous avons est une opportunité d'enrichissement. Voilà, Monsieur le ministre. Bien sûr. Chaque défi, c'est une opportunité d'enrichissement et d'avancer. Monsieur le ministre, pour vous relayer, le cours d'entrepreneuriat qui va être instauré, je pense que depuis 2021, on travaillait déjà sur ce programme-là d'insertion des cours d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne reste plus quelques fenêtres pour que ce soit effectif. Pour moi, c'est vraiment parmi les mesures qui sont là, à court moyen terme, ça doit se faire. D'ailleurs, sur les tableaux, si je ne m'abuse, c'est à court moyen terme. Donc, ce n'est pas pour longtemps. Champion politique, entrepreneur, comment ça va se passer, le pays est vaste et tout ça. Est-ce que nous sommes plus vastes que la Chine? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un programme qui a révolutionné la Chine. Est-ce qu'on est plus vaste que la Chine? Je ne sais pas. Et maintenant, est-ce qu'on est plus vaste que les États-Unis? Vous allez dire qu'il y a les infrastructures là-bas. Mais nous allons nous adapter. Et voici un des éléments, parce que vous êtes très pressé de connaître le contenu de ces programmes. Nous reviendrons avec ces programmes dans son contenu. Mais voici un des éléments. Aujourd'hui, si on veut lancer ces concours, on sera obligé de commencer par des zones géographiques qu'on peut considérer comme pilotes. Mais je vous informe que ce n'est pas un concept qui vient de nulle part. Nous avons eu en 2019 un programme qu'on appelle ADMPM. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Programme d'appui au développement des petites et moyennes entreprises. 100 millions de dollars financés par la Banque mondiale. Il concernait 4 villes, Kinshasa, Matadi, Goma, Lubumbashi. Ça a été fait au même moment, les 4 villes. Et il était fondé sur un concept, en partie, qu'on appelle COPA, Concours des plans d'affaires. Si vous interrogez la Banque mondiale, elle va vous dire que c'est parmi les projets les mieux cotés de la Banque mondiale exécutés au Congo. Ils me l'ont dit il y a une semaine. C'est pour ça que les PADMPM a donné lieu à un autre projet qui est en cours maintenant, le projet Transform.
qui s'occupe de l'autonomisation des femmes. 300 millions de dollars. Lui aussi, en partie, il a ce concours qu'on appelle COPA, concours des plans d'affaires. Maintenant, des journalistes comme vous et d'autres personnes nous ont interpellés le président. COPA transforme ces 13 localités. Padempémé, c'était 4 villes. Le pays a 145 territoires, 32 villes. Quand est-ce que vous allez arriver avec ces projets dans les autres territoires? D'où la naissance de COPA, on met CONA, pour dire ça devient national, passe, plan d'affaires, mais pour que ça ne soit pas savant, simplifié. Vous avez compris? Il a des ancêtres, ce projet-là. Il a des ancêtres. Il n'a pas d'imprimé, il a transforme. Et nous allons y aller par grand ensemble provincial. On peut dire, les 6 premiers mois, nous nous concentrons sur la Grande Orientale, par exemple. Les 6 autres mois qui viennent, nous sommes dans les Grands Kassai. Les 6 mois qui viennent, vous allez voir que si vous décomptez, au bout de 3 ans, on est sur l'ensemble du pays. C'est des choses qui sont en train d'être chronométrées par des professeurs d'université dont on a parlé ici, des savants, nos chercheurs. Donc, tout est étudié. Autre référence. Mais est-ce que la CENI, quand elle organise les élections, elle ne les fait pas sur l'ensemble du pays? Au même moment. Pendant que nous sommes là, les équipements de la CENI font quoi? Ils chôment. On ne peut pas les utiliser. C'est juste pour dire, on réfléchit à tout. Est-ce que vous avez compris? Merci beaucoup. Voilà, on va prendre, s'il vous plaît, une question. Qui devait au total recevoir un financement d'1,8 million $, seulement quelques-uns, selon lui. Si la vente de 2023, il y aura jusqu'à 5 millions de financements pour les entrepreneurs congolais. Quel bilan pour cette institution? Je ne suis pas sûr, peut-être le ministre pourra donner des éléments de réponse aussi, les a. Mais ces structures existent, ils ont des responsables qui peuvent répondre de manière plus détaillée. Ici, le ministre, c'est le porte-parole en réalité de tous les membres du gouvernement qui ont activement travaillé à l'organisation de la table ronde. À la fois donc, le ministre du Travail, Formation professionnelle, Jeunesse, Genre et Famille ou notre collègue délégué aux personnes vivant avec handicap. Donc c'est à ce titre-là qu'il intervient sur le grand agrégat, mais je ne sais pas s'il a des éléments détaillés. Il y avait une dernière question pour vous, une question d'actualité, puisque... Oui, vous en avez 3 vous-même déjà, madame. Vous allez me le permettre, s'il vous plaît. Quel commentaire faites-vous du rapport 2025 de l'ONU? Alors, monsieur le ministre, permettez que je... D'abord, je suis désolé, mais je n'ai pas l'impression que tous ceux qui ont entendu parler de ces rapports l'ont lu. Les commentaires qui ont été relayés nous ont surpris parce que cet après-midi d'ailleurs, j'ai reçu Chivis Chiwadi qui est venu me remettre le prix que GED a reçu en Suède pour les travaux qu'ils font en termes de protection de journalistes. Il est venu me le remettre. Je pensais qu'il venait me le présenter, mais il me l'a remis pour me dire, monsieur le ministre, ce prix est aussi le vôtre pour l'essence de l'engagement que vous manifestez depuis que vous êtes à la tête du ministère et les progrès que nous accomplissons. Et si vous regardez l'intitulé du rapport, le rapport parle de Est de la RDC. Et donc, si aujourd'hui nous avons du recul en termes de cotation dans les classements de Reporters sans frontières, c'est plus de l'action des supplétifs qui reproduisent les méthodes du père. Vous connaissez le père, le Rwanda, le fils, l'M23. Et les méthodes du père sont connues, ce qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'espace pour les journalistes. Et donc, maintenant, à vouloir faire une allusion ou des comparaisons ou une juxtaposition des situations, je ne suis pas sûr que ces rapports aient été bien lus. Parce que jamais, avant 2019, nous avons eu un président de la République aussi engagé aux côtés de professionnels des médias.
il est venu plus d'une fois à la célébration de la journée de la presse, il a ouvert les travaux des États généraux et il a toujours été attentif pour nous accompagner. Il est même venu à un briefing, le président de la République. Alors, de quoi on parle? Alors, on veut faire une petite photographie parce que très souvent, comme nous évoluons dans un contexte où pour certains, il faut à tout prix ressortir les côtés noirs, mais on veut ignorer que les progrès qu'on a fait notamment sur la loi, la nouvelle loi sur la presse que vous avez baptisée loi Mouyaya, en termes de protection de journalistes, en termes d'adaptation du cadre, parce que vous êtes aujourd'hui responsable d'un média en ligne, il n'y avait pas de législation bien avant que la loi n'arrive. Et donc, à un certain moment, nous-mêmes faisons un effort pour reconnaître lorsqu'il y a de progrès et pour dire lorsqu'il y a des défis. De toute évidence, nous, aujourd'hui, nous savons que la sécurité des journalistes est un défi, surtout dans les partis sous occupation. Je vais terminer en rappelant que le travail que j'ai fait est un travail qui peut aussi faire l'objet des critiques. J'ai vu qu'on nous a critiqué sur, par exemple, la sanction qu'on a infligée à Al Jazeera. Et d'abord, sur ces sujets, j'ai vu aussi que beaucoup, soit qu'on veut rester dans la polémique, soit qu'on veut lire à être sérieux. La sanction des Al Jazeera a été prise parce qu'ils ont donné la parole à une propagandiste qui n'était pas connue comme journaliste, ni répertoriée par eux-mêmes Al Jazeera comme journaliste, ni par nous dans les lots de journalistes accrédités. Et on a pris une sanction qui durait un temps précis. Et Al Jazeera, j'ai reçu les responsables d'Al Jazeera en tournée en marge de la visite de l'émir. Ils nous ont écrit une lettre, je ne voudrais pas donner les contenus ici, mais je crois que le message que nous avions passé était bien compris, nous l'avons partagé avec Jeff. Et donc aujourd'hui, les journalistes, en termes d'accès à l'information, regardez l'exercice que nous faisons presque régulièrement, et demain nous aurons le ministre à demi, dans le même esprit. Et donc s'il y a des progrès, sachons reconnaître qu'il y a des progrès. S'il y a des défis, sachons aussi le reconnaître parce que nous sommes engagés à faire avancer cet agenda. Et donc ça, c'est le commentaire que je me permets. Les prix que GED nous a donnés aujourd'hui reflètent la nature de la collaboration et qu'il ne faut pas laisser d'espace à ceux qui veulent voir du noir, là où nous avons énormément de progrès et c'est noté à travers le monde parce que notre classement a été sensiblement amélioré du fait du progrès que nous avons fait. Voilà. Monsieur le ministre, désolé. Écoutez, d'ordinaire, je n'aime pas commenter les propos distillés par celui que vous citez. De toute évidence, nous sommes dans un processus où nous avons des engagements, où nous avons une médiation, nous avons, dans ce qui a commencé à être fait, avec le père, de progrès parce que nous avons déjà un accord. Et nous avons un accord avec une dimension sécuritaire sur laquelle nous travaillons. Et nous avons un accord sur la dimension économique qui va se mettre en place quand on aura fini la dimension sécuritaire. Les intentions du Rwanda, les verbiages habituels sont connus. Nous nous en tenons à nos engagements que nous exécutons de bonne foi et nous avons chaque fois les médiateurs qui suivent la situation et qui savent qui est responsable de quoi sur terrain. De toute évidence, dans les jours qui viennent, il y aura une évolution et on verra bien ce que cela va donner. Nous aurons l'occasion de revenir dans les détails. Mais pour le reste, nous connaissons le Père dans la complémentarité avec le Fils. Je rappelle encore pour que cela soit bien fixé dans la mémoire collective, nous tous, nous savons que le M23 est une création du Rwanda. Nous tous, nous savons aussi que le Rwanda a toujours nié la création du M23. Le Père qui réunit le Fils, mais nous savons tous aussi que tous les rapports des Nations Unies, tous les rapports des services de renseignement de gouvernements occidentaux disent que c'est le Père, le Rwanda, les créateurs du Fils, le M23. Seuls le Père et le Fils réunissent ce qu'ils sont. Mais le monde entier sait ce qu'ils sont et nous connaissons la complémentarité des rôles en termes de commission des crimes, en termes de perpétuation de massacres, en termes de poursuite des pillages. Pour terminer sur cette question, avant les fils actuels, il y avait d'autres fils avant. Parce que lorsque nous disons que la vocation du Fils,
c'est de disparaître après ces processus dans la forme actuelle. Les gens réagissent, mais c'est la stricte vérité. Dites-moi où se trouvent les RCD, qui étaient davantage d'ailleurs plus puissants que le fils actuel, qui a d'ailleurs occupé plus d'espace à l'époque. L'essor de ceux qui ont été utilisés comme ceux qui sont utilisés aujourd'hui est connu. Et c'est cette même histoire qui va se répéter. Et donc, vous voyez un peu l'avenir qui attend les uns les autres. Je crois que je ne pourrai pas m'étendre dessus à ces sujets parce que nous aurons l'occasion d'y revenir dans les jours qui viennent avec des évolutions que nous aurons. Voilà. Merci.